C'est un peu la tradition d'Halloween. La nuit précédant la fête de la Toussaint a encore donné lieu à des violences urbaines un peu partout en France. Des violences loin d'être anecdotiques et qui s'inscrivent dans un climat d'insécurité globale. Francisco Franco n'en finit plus de faire parler de lui après sa mort. Après des années de lutte de la gauche pour sortir sa dépouille du Valle de los Caídos, cette fois c'est au tour d'un pseudo-artiste de dégrader sa tombe pour se faire un coup de pub. Asia Bibi, sauvée in extremis d'une exécution capitale au Pakistan, acquittée par les juges, la chrétienne accusée de blasphème n'est pas pour autant complètement tirée d'affaire dans un pays où les chrétiens sont persécutés. Madame, Monsieur, bonsoir. Une nouvelle fois, la fête d'Halloween n'a pas déçu. La nuit de mercredi à jeudi, des violences urbaines ont éclaté un peu partout en France, des violences loin d'être isolées, alors que le sentiment d'insécurité est plus présent que jamais. Thibaut Bastide. C'est une rengaine qui se répète. À chaque veille de jour férié, des violences éclatent un peu partout en France. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Halloween n'a pas dérogé à la règle. Dans la nuit de mercredi à jeudi, des violences ont éclaté dans plusieurs villes de France. Des violences qui ont notamment fait suite à l'appel à la purge lancé sur les réseaux sociaux par un petit plaisantin grenoblois. Ainsi, les feux de poubelle et de voitures se sont multipliés à Lyon, Rennes, Nantes, Metz, Toulouse et dans toute la périphérie parisienne, où les forces de l'ordre ont subi des jets de projectiles en tout genre. Pire, à Montgeron, dans l'Essonne, une jeune fille âgée de 13 ans a jeté une bouteille d'acide sur des policiers et un adolescent de 15 ans a été sérieusement blessé à la tempe par un tir de gomme-cogne à Rennes alors qu'il lançait des projectiles en direction des forces de l'ordre. Résultat officiel de cette nuit de la peur, 116 interpellations qui ont donné lieu à 82 gardes à vue. Pourtant, le nouveau ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a préféré, comme d'habitude, minimiser les faits. Halloween doit rester une fête. Et pourtant, on a vu hier des événements graves qui se sont commis un peu partout en France. En fonction des éléments dont j'ai disposition à l'heure qu'il est, il y a moins de gravité que ce que nous avons connu l'année dernière. Parce qu'on a anticipé, parce qu'hier soir, on a mobilisé 15 000 forces de l'ordre et de la sécurité. Ça nous a permis d'arrêter plus d'une centaine de personnes et donc d'anticiper un certain nombre d'événements qui auraient pu avoir lieu ensuite et être plus graves. À entendre le ministre, le bilan est donc plutôt satisfaisant. Une mobilisation sans précédent, des faits moins graves que l'année dernière. Bref, pas grand-chose à signaler. Cependant, à chaque événement de ce type, le même constat est dressé et il est loin d'être flatteur. En effet, selon le criminologue Xavier Hofer, l'occasion fait le larron et toutes les opportunités sont bonnes pour semer la terreur. Ce qui s'est produit lors de la soirée du soi-disant Halloween est devenu un prétexte d'émeute pour les racailles, exactement comme la dernière fois où de telles émeutes avaient eu lieu, c'est-à-dire à l'occasion du week-end où il y avait eu en même temps le 14 juillet, la fête du 14 juillet et la victoire de la France dans le mondial de football. C'est la réédition exacte de ces exactions, de ces émeutes. C'est exactement du même niveau de gravité là en novembre que ça l'était au mois de juillet pour les actes dont je vous ai parlé. Ce qui se passe, c'est que maintenant, et ça le ministre se garde bien de nous le dire, de tels actes se produisent plus fréquemment dans l'année. C'est-à-dire qu'au lieu d'en avoir un par an, c'est-à-dire la nuit du 1er janvier, maintenant il y en a un deuxième le 14 juillet, maintenant il y en a un troisième pour Halloween, et les nombres de ces émeutes se multiplient dans l'année. C'est ça la réalité des fêtes. Face à la récurrence de ces violences, les forces de l'ordre, bien qu'averties, se retrouvent démunies et sans solution. Sentiment d'impuissance chez les forces de l'ordre, sentiment d'impunité chez les délinquants et sentiment d'insécurité générale. Un bien triste bilan et il n'est pas prêt de s'améliorer. Désormais, rendez-vous est fixé pour la Saint-Sylvestre et nul doute que le résultat sera le même. Nouveau rebondissement dans l'affaire de la tombe de Francisco Franco. Mercredi, un homme prétendument artiste s'est introduit dans le mausolée de la Valle de los Caídos pour profaner la tombe du général espagnol. Une dégradation qui intervient alors qu'un décret a été voté fin août pour que la dépouille de Franco soit exhumée avant la fin de l'année. Élise Blaise.
une colombe et une inscription pour la liberté. Le pseudo-artiste espagnol Enrique Tenrero, habituellement sculpteur aux performances provocatrices, n'aura pas brillé par son imagination lors de sa sortie de mercredi. Après s'être introduit à l'intérieur du mausolée du Valle de los Caídos, il a écarté les fleurs de la tombe du général Franco pour y verser de la peinture rouge. Por la libertad y por la reconciliación de todos los españoles. No graben, por favor. Por la reconciliación de todos los españoles. Pour la réconciliation de tous les Espagnols. Une drôle de vision de la réconciliation, d'autant que d'un point de vue performance artistique, on ne peut pas dire que la réalisation d'Enrique Tenrero soit particulièrement originale. En effet, la tombe de Franco fait parler d'elle depuis bien longtemps en Espagne, et l'arrivée au pouvoir du socialiste Pedro Sánchez est l'occasion de concrétiser une vieille obsession de la gauche espagnole. C'est ce que nous explique Nicolas Klein, agrégé d'espagnol et professeur en classe préparatoire. C'est un vieux projet de la gauche espagnole que de transférer la dépouille de Franco hors du Valle de los Caídos, qui est en fait une immense basilique mausolée qui a été construite durant le franquisme et dans laquelle Franco se trouve enterré avec José Antonio Primo de Rivera. Aujourd'hui, il y a un peu un paradoxe, c'est que donc la gauche qui voulait éviter de faire du Valle de los Caídos un lieu mémoriel trop marqué pour l'extrême droite résiduelle en Espagne, se retrouve confrontée à un grave problème, c'est que la famille de Franco accepte un transfert de la dépouille, mais uniquement s'il se fait dans le caveau qu'elle possède à la cathédrale de l'Almudena de Madrid, qui est en plein centre de Madrid. Donc en réalité, ça recentrerait Franco au sens propre et figuré du terme en plein cœur de l'Espagne, alors que l'objectif c'était justement de l'éloigner le plus possible de tout lieu symbolique trop marqué. Donc là, véritablement, il y a une forme de paradoxe qui échappe un peu au gouvernement. Et si le contexte politique semble propice pour exécuter cette vieille lubie, il semble que la situation soit toutefois plus complexe. En effet, ceux qui réclament l'exhumation de Franco ne sont pas forcément d'accord. C'est une polémique qui existe depuis longtemps, comme je l'ai dit, et qui n'est pas éteinte, parce qu'en réalité, il y a une partie de l'opinion publique espagnole et des partis politiques qui sont opposés à ce transfert. Et même au sein de la gauche, ce transfert n'est pas jugé satisfaisant parce que plus à gauche que le Parti socialiste, donc du côté de Podemos, de la gauche unie, on souhaiterait aller plus loin dans les politiques mémorielles, par exemple en reconvertissant le Valle de los Caídos en un lieu de mémoire véritable des victimes de la répression franquiste. Donc Pedro Sánchez a adopté un peu par la force des choses une mesure de moyen terme qui lui échappe et qui en plus ne satisfait même pas forcément ceux qui sont censés être ses alliés. Une affaire qui dure depuis maintenant 9 ans et qui semble toucher à sa fin. Asia Bibi a été acquittée mercredi 31 octobre après un procès pour blasphème. Sortie d'affaire devant les tribunaux, la chrétienne doit maintenant faire face à la fureur des islamistes. C'est une affaire qui traîne depuis juin 2009 et les accusations de blasphème portées à l'encontre d'Asia Bibi, une mère de famille chrétienne pakistanaise qui s'était rendue coupable d'avoir bu l'eau d'un puits supposé être réservé aux musulmans. Ce sont d'ailleurs des Pakistanaises musulmanes qui l'ont en premier accusée de blasphème. Asia Bibi leur avait affirmé qu'elle ne pensait pas que le prophète soit d'accord avec ces accusations d'avoir souillé l'eau en la touchant. Le directeur général de l'ONG SOS Chrétiens d'Orient, Benjamin Blanchard, se réjouit de l'acquittement, mais reste vigilant quant à la suite de cette affaire pour Asia Bibi, son avocat, mais aussi pour les chrétiens pakistanais en général. Déjà, il faut se réjouir de l'acquittement d'Asia Bibi. C'était une histoire qui durait quand même depuis des années, vraiment un drame. Et je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a œuvré dans l'ombre pour obtenir ce résultat. Et puis, il faut saluer également le courage des juges pakistanais qui ont eu le courage de faire ce choix, de prendre cette décision juste, de rendre justice enfin à Asia Bibi. Mais en fait, l'affaire ne s'arrête pas là, parce que déjà, il faut que Asia Bibi quitte au plus vite le territoire pakistanais, puisqu'elle est toujours en danger de mort là-bas. Et puis ensuite, on va voir ce qui se passe pour le Pakistan, puisque depuis le prononcé du jugement, depuis l'acquittement, vous avez des manifestations, des émeutes, des flambées de violence dans tout le pays. Et maintenant, il est à craindre que ces gens s'en prennent à toute la population chrétienne. Donc maintenant, il va s'agir de protéger l'ensemble des chrétiens du Pakistan et non pas seulement Asia Bibi, puisque maintenant, heureusement,
on espère qu'elle est sortie du territoire. Et il va falloir commencer par protéger son avocat en premier lieu. Un climat de tension entretenu par le parti islamiste, largement minoritaire TLP, qui a immédiatement menacé de paralyser le pays. L'imam de la mosquée rouge, Maulana Abdul Aziz, réputé proche d'Al-Qaïda, évoque même une décision extrêmement injuste, cruelle et totalement détestable contre la charia. S'en sont suivies des manifestations d'islamistes dans tout le pays avec des blocages de routes et des appels au meurtre d'Asia Bibi. Le gouvernement de la région du Sindh a d'ailleurs affirmé mettre en œuvre des moyens pour protéger les minorités. Premier ministre fraîchement élu, Imran Khan, s'est pour sa part rangé du côté de la décision de la Cour suprême. Il estime que les protestations hostiles à Asia Bibi sont l'œuvre d'une petite fraction de la population pakistanaise. L'urgence semble donc à la protection des chrétiens et tout particulièrement de l'avocat d'Asia Bibi. L'association SOS Chrétiens d'Orient travaille directement avec cet avocat. Pour son directeur général, le rôle des associations de défense des chrétiens est de sensibiliser les États occidentaux pour qu'ils fassent pression directement auprès du Pakistan. Nous sommes en train de travailler avec son avocat directement pour voir comment lui venir en aide, comment l'aider à sortir du pays et puis le soutenir également matériellement, puisque s'il doit quitter le pays, contraint et forcé, puisque lui-même est en danger de mort ainsi que sa famille, évidemment qu'il va avoir des besoins pour ça et que c'est pas le cas d'Asia Bibi qui risquait de lui rapporter de quoi vivre. Plus largement, je crois que les associations doivent se mobiliser pour faire pression sur les États occidentaux, pour demander aux États occidentaux d'enfin faire pression et d'agir sur le Pakistan pour qu'ils traitent correctement ces minorités et en particulier ces chrétiens. J'étais il y a quelques semaines à une manifestation organisée à Bruxelles devant les Nations Unies par des organisations de défense des droits de l'homme pakistanaises et c'est vrai que souvent les Pakistanais se sentent bien seuls et ne comprennent pas pourquoi est-ce que les États occidentaux n'élèvent pas la voix contre le gouvernement pakistanais. Le nouveau gouvernement pakistanais, dès son installation, une ministre avait reçu des ambassadeurs européens pour leur faire la morale, pour leur faire la leçon quant au respect des droits de l'homme et des musulmans en Europe. C'est quand même incroyable, on se laisse donner la leçon sur les droits de l'homme par le Pakistan. Et ça, c'est absolument inacceptable et je crois qu'il faut vraiment qu'on se mobilise pour inciter nos gouvernants à élever la voix. L'affaire Asia Bibi aura eu pour mérite de mettre la situation des chrétiens du pays sous le feu des projecteurs. Et si cette dernière semble avoir été sauvée, le sort des chrétiens pakistanais n'en demeure pas moins précaire. Toujours chrétien d'Orient, mais à présent direction la Terre Sainte, où l'État hébreu mène la vie dure aux communautés catholiques et orthodoxes. Implantés depuis des siècles en Palestine, les chrétiens voient un projet de loi israélien les menacer d'expropriation et remettre en cause leur présence. Il ne fait pas bon être chrétien en Israël. Depuis plusieurs mois, les chefs des églises chrétiennes en Terre Sainte voient leur statut spécial remis en cause. Ces églises, catholiques romaines, arméniennes ou encore grecques orthodoxes, sont notamment menacées par un projet de loi qui permettrait d'exproprier leurs biens immobiliers. Déjà en février 2018, les églises avaient dû se battre pour empêcher la municipalité de Jérusalem de taxer leurs activités commerciales liées au pèlerinage et au tourisme, un secteur sensible puisqu'il permet aux églises de s'autofinancer et de venir en aide aux chrétiens d'Orient. La question de l'expropriation des biens des églises revient régulièrement dans la vie parlementaire israélienne depuis plusieurs années. En juillet 2017, un projet de loi présenté à la Knesset donnait le droit à l'État d'exproprier tout bien foncier chrétien situé à Jérusalem et qui aurait été cédé à des sociétés privées par les églises. Le gouvernement Netanyahou a cependant reculé devant la levée de boucliers des chefs des églises avant de revenir plus subtilement en juin avec un texte effaçant les références directes aux églises. Une nouvelle fois écarté du fait de l'intervention des hiérarques des églises catholiques et orthodoxes, le texte est finalement réapparu à la faveur de l'automne le 21 octobre, occasionnant de nouvelles protestations de la part des chefs religieux chrétiens qui n'hésitent plus à parler de textes humiliants et de demander à Benyamin Netanyahou de définitivement enterrer le texte. Si le dossier reste ouvert, ces tentatives d'intimidation semblent s'inscrire dans un climat d'hostilité à l'égard des chrétiens. Au début de l'année, le maire de Jérusalem, Nir Barkat, membre du Likoud, comme Benyamin Netanyahou, a supprimé l'exonération sur les habitations à caractère lucratif des institutions religieuses, revendiquant quelques 152 millions d'euros d'arriérés aux églises. Intransigeante, la municipalité a commencé à geler les comptes bancaires de ses nouveaux créanciers et de saisir les biens des récalcitrants. Une manière de récupérer
récupérer des liquidités dans un contexte de difficultés financières récurrentes pour la ville sainte. Les populations pauvres, juifs orthodoxes et palestiniens, qui constituent 2/3 de la population, ne payant pas de taxes d'habitation. Le torchon brûle, donc, entre les églises chrétiennes et les autorités israéliennes, alors que la présence pluriséculaire des chrétiens est assurée par le statu quo remontant à la période ottomane. Israël joue avec le feu en remettant en cause un élément de stabilité sociale. En effet, si les églises ne payent pas d'impôts, elles ont un rôle social de premier ordre, venant en aide aux chrétiens via des écoles, des hôpitaux et des maisons de retraite notamment. En s'attaquant aux finances des églises en Terre Sainte, Israël remet directement en cause la présence chrétienne à Jérusalem, une négation historique et religieuse qui interroge, à l'heure où les courants populistes occidentaux ne cessent de donner des gages à l'État hébreu, à l'image notamment de Donald Trump. Le respect des chrétiens restés en Terre Sainte paraît aujourd'hui bien illusoire. L'actualité en bref avec Thibaut Bastide. France 3 à la rescousse des clandestins. Après la diffusion d'une vidéo sur la page Facebook de France 3 Midi-Pyrénées montrant l'arrivée de migrants à Toulouse, la rédaction de la chaîne publique a publié un article en réponse aux commentaires laissés sous la vidéo. Dans celui-ci, France 3 qualifie les commentaires d'insupportables et de nauséabonds et prend ouvertement le parti des clandestins. Voilà à quoi sert votre redevance télé. Coup de froid dans les ménages français. Selon des chiffres publiés mardi, près d'un tiers des Français ont restreint leur consommation de chauffage en 2018 pour réduire leurs dépenses énergétiques. Toujours d'après ce sondage, un Français sur 10 avoue avoir eu des difficultés à régler certaines factures d'énergie. Lors de la dernière trêve hivernale, les fournisseurs d'énergie ont réalisé 544 000 opérations de coupure ou de limitation de puissance du fait d'impayés. La Nouvelle-Calédonie est appelée aux urnes. Dimanche, plus de 174 000 électeurs sont invités à se prononcer pour dire s'ils souhaitent que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante. En cas de victoire du oui, la Nouvelle-Calédonie deviendra un État pleinement souverain. Cette indépendance se traduira par le transfert des compétences régaliennes et l'accès à un statut international de pleine responsabilité. Au contraire, si le non l'emporte, la Nouvelle-Calédonie restera une collectivité française. On ne joue pas avec le président russe. Le ministère russe de la Culture a annulé in extremis la sortie du film hollywoodien Hunter Killer, dans lequel des soldats américains sauvent le président russe pour empêcher une troisième guerre mondiale. Pour justifier l'interdiction, le ministère a invoqué un retard de distribution. En septembre, le long métrage avait déjà été privé de sortie en Ukraine. Ben & Jerry's jette un froid contre Donald Trump. La marque a dévoilé une nouvelle glace à la saveur politique, juste à temps pour les élections de mi-mandat. Baptisé Pecan Resist, le produit se présente comme une glace au chocolat avec des morceaux de chocolat noir et blanc caramélisés, des noix, des amandes caramélisées et des noix de pécan. Un mélange pour promouvoir le multiculturalisme alors que Donald Trump a proposé de révoquer le droit du sol. Pour cette campagne, Ben & Jerry's s'est associé à 4 organisations défendant notamment la diversité et le droit des femmes. La marque de glace était déjà illustrée par ses campagnes marketing, notamment lors de la légalisation du mariage homosexuel. Des millions de fidèles chiites en marche vers Karbala. Il serait une vingtaine de millions à avoir fait le déplacement vers cette ville d'Irak pour commémorer la mort d'Hossein, petit-fils de Mahomet. Venu d'Irak mais aussi d'Iran, les pèlerins auraient été pas moins de 20 millions cette année. La marche vers Karbala connaît un véritable engouement depuis 2014 et l'invasion d'une partie de l'Irak par les terroristes de Daesh. Les musulmans chiites ayant été les premiers adversaires des terroristes de l'État islamique. Pour ce pèlerinage, les marcheurs convergent vers la ville en logeant sur la route dans des espaces dédiés et chez les habitants. Pour l'occasion, des centaines de millions de repas gratuits ont été distribués aux fidèles. Et voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Comme chaque vendredi, vous pouvez vous procurer le quotidien présent de fin de semaine. À la une, entretien avec Patrick Jardin, le père d'une victime du Bataclan. Et ce soir, retrouvé immédiat, Jean-Yves Le Gallou et l'inénarrable Hervé Grandchamp évoquent les réactions des journalistes français après la victoire de Jair Bolsonaro au Brésil, les violences à l'école et l'attentat de Pittsburgh. Également au programme Bistro Liberté. À droite, on est divisé. On est divisé pourquoi ? Parce qu'il y a cette
cette fatwa médiatique en quelque sorte qui nous a interdit de nous rassembler, même de nous parler. Et d'ailleurs, pendant des années, ceux qui avaient le courage, ne serait-ce que de parler, par exemple avec des personnalités élues du Rassemblement national, ou au moment où Nicolas Dupont-Aignan a quitté l'UMP, ceux qui avaient à droite encore l'intégrité de dialoguer avec lui, de venir dans nos événements, étaient marqués au fer rouge. Samedi dès midi, découvre un nouveau numéro du Samedi Politique. Élise Blaise reçoit l'ancien haut fonctionnaire au ministère de la Défense, Pierre Konessa. Ensemble, ils reviennent sur l'impunité saoudienne dans l'affaire Jamal Khashoggi, le journaliste assassiné et découpé en morceaux. Aujourd'hui, plus personne ne peut prétendre que l'Arabie Saoudite est, disons, un régime normal. Bon, mais Dieu sait que le lobby est puissant. Hein. Bon. Ben, vous savez, c'est la problématique du maître et de l'esclave. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, le maître dépend de son esclave. On est dans un système où c'est l'indignation internationale pour quelque chose qui est une espèce de crime qui relève à la limite de la première page de détective, si vous voulez, qui fait qu'aujourd'hui, on se met la question sur les ventes d'armes. Pour la première fois, on arrive au bout de 10 000 morts, 1 million de gens touchés par le choléra, plus 22 millions de personnes qui sont touchées par la famine au Yémen. C'est-à-dire que Dieu sait qu'il a fallu attendre quand même, pour qu'enfin on se pose la question du rapport avec l'Arabie Saoudite. Donc oui, c'est le bal des hypocrites, oui. C'est vrai que dans le suivisme de la politique américaine qui manipule la sanction avec beaucoup de légèreté, il y a effectivement sur le marché pétrolier les sanctions à l'égard de la Russie, les sanctions à l'égard du Venezuela, les sanctions à l'égard de l'Iran. Et donc on est dans une situation où finalement on se met sous la capacité, sous la volonté des pays fournisseurs du Golfe, pour ce qui va être le marché pétrolier. Si les Saoudiens font monter les cours du pétrole à 200 $, nous, on sera beaucoup plus embêtés que les Américains. C'est-à-dire qu'on est les victimes induites, si vous voulez, de la stratégie américaine. Dimanche, Jean-Pierre Mogendre vous donne rendez-vous dans un Terre de Mission consacré à Alexandre Solzhenitsyn. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnol avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. J'en profite pour saluer mon collègue et ami Hervé Grandchamp qui nous quitte après 5 années passées à TV Liberté. Coucou. Salut champion. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à tous. À lundi. Bonsoir. L'autre jour, au bar de Campagnol, le patron a joué avec sa télécommande à l'heure des actualités régionales, parce qu'il faut savoir que par le satellite, on a le choix de regarder les 6 ou 8 éditions par région à partir de 19h. Et là, il nous met donc la région parisienne, tout en servant ses demi. Et ce soir-là, il n'y avait pas Gustave au comptoir, c'est dommage, mais il y avait un brave type nommé Marcel, qui a fait une carrière de petit entrepreneur de maçonnerie, à la retraite, naturellement, mais contrairement à ses homologues, je veux dire les maçons qu'il employait, lui n'a jamais bu tellement, il va à l'église, surtout depuis la mort de sa femme, il s'entretient physiquement pas mal en faisant du vélo électrique, du coup il est en pleine forme, et là ça s'est vérifié aussi dans la colère, car il a fait un véritable coup de sang devant la télé du bar, il a même tapé du poing sur le comptoir en disant « Putain, je peux pas le croire ». Quand il s'est intéressé à ce qu'on racontait aux activités régionales de Paris, c'est-à-dire à la vie des quartiers, des associations, des manifestations et des marchés par arrondissement, il a failli s'étrangler en buvant son Perrier citron quand il a entendu un grand noir de 17 ans adresser des remontrances au maire d'un arrondissement du nord de Paris, devant les caméras, sur le thème « Ouais, il n'y a rien que fait pour nous au niveau 2 ». Alors au niveau quoi? Des terrains de foot, de la piscine. Franchement, disait-il, les jeunes, ils ont trop la haine. Il était dans l'élégance permanente, ce jeune homme, et il disait « c'est pas étonnant si ça va péter », je cite. Et là, notre Marcel s'est écrit à son adresse devant le poste, ça serait pas étonnant non plus si on venait de péter la gueule. Oui, il a pris à témoin comme ça un homme de son âge qui s'appelait Jojo au comptoir, il lui a dit, comme dans Cyrano, et Didi, et Jojo, quand on avait 16 ans au village, est-ce qu'on allait, nous, voir le maire pour lui dire qu'il n'y avait pas assez de terrain de foot ? Eh ben non, a répondu l'autre, d'autant moins que le maire c'était ton père et qu'il n'était pas le genre à recevoir des pétitions. Non mais sérieusement, a dit Marcel, quand on voulait jouer au foot dans le champ après la rivière, qu'est-ce qu'on faisait? Non mais je suis sérieux là. Donc il lui posait vraiment la question. Alors l'autre, Jojo, a fait un effort de mémoire pour la galerie, façon sketch. Il s'est prêté au questionnaire, il a dit on mettait des chandails roulés en boule pour faire les buts. Et qu'est-ce qu'on buvait dans nos gourdes? De l'eau, pardi. Et qu'est-ce qu'on avait comme chaussures?
des godillots de marque L'Aigle, je me souviens, ou des pâtes au gaz de chez La Hutte. Mais moi, j'ai quand même eu des souliers de foot, nous a dit le monsieur. Et qui te les avait offerts? Ben, j'avais économisé, a dit Jojo, je m'en souviens très bien. C'était en 62, l'année des accords d'Évian. Eh ben moi, a dit Marcel, ma fille habite à Toulouse, dans un coin où il y a des cités, et tu verrais ça, ces gamins, ils sont tellement fluos qu'on a l'impression d'être au vestiaire de la DDE. Des souliers à bandes, des shorts verts réfléchissants, etc. Ils jouent à l'entraînement sur une espèce de pelouse en caoutchouc vert pomme. Le soir, elle est éclairée de projecteurs géants payés par le contribuable. Il y a 20 personnes d'encadrement. Ils partent jouer des derbies dans la ville d'à côté avec un bus tout neuf. Et quand FR3 Région les interroge, c'est pour leur faire dire qu'ils ne partent pas en vacances, c'est que ça les dégoûte, c'est dommage. Moi, j'aime bien le foot, nous a-t-il dit, j'y vais souvent, mais tu vois, je peux pas imaginer, tu peux pas imaginer, pardon, leur comportement. Ils crachent dans les couloirs parce qu'ils ont vu que Zidane le faisait, ils ont 10 ans à peine et ils choisissent déjà la voiture qu'ils vont s'acheter quand ils seront des nababs couverts de filles à Miami, ils se prennent tous pour Ronaldo, ils existent tout sans rien donner, sans rien offrir, ils discutent les décisions de l'arbitre comme s'ils allaient le tuer en sortant un coup de poing, et ils boivent des trucs énergétiques dégueulasses à 2 € la bouteille, une bouteille en plastique argenté qu'ils jettent derrière les buts en partant, comme si c'était normal que le personnel du stade la ramasse derrière eux. Alors ce genre de mec, en camp de jeunesse, est le plus vite possible et sans portable, crois-moi, me dit-il. En tout cas, moi, je ne veux pas de petits-enfants comme ça. J'ai pas travaillé 50 ans pour voir ces cons-là me faire un doigt en disant qu'on fait rien pour eux. Jojo lui a dit « Calme-toi, calme-toi, personne ne t'insulte ici ». Et l'autre a répondu « Mais quand la télé montre ça, elle insulte tout le monde. Et le pire, c'est qu'on est obligé de la payer, cette télé, pour lui permettre de continuer ». Le patron du bar a coupé la télé, mais elle nous a manqué tout de suite. Alors du coup, il a rallumé sur autre chose, et là, on a vu le président français qui glapissait au micro que les autres pays étaient gouvernés par des fous. Et Marcel a dit « Allez, resserre-moi quelque chose, je vais m'énerver là ». Ça s'appelle Campagnol TVL, et on peut se resservir à volonté sur YouTube. Il y a près de 500 numéros. Merci.